Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie du dernier Mimi de l'année. Donc, si vous avez manqué la première partie, vraiment, arrêtez-vous là et allez voir notre sortie sur Gisors qu'il ne fallait surtout pas manquer. Et dans cette deuxième partie, eh bien, on va recevoir donc Stéphane Royer qui va nous faire un rétrospectif Ufologie de de l'ufologie, 2023. alors, du dernier trimestre Du surtout. dernier trimestre. Ouais. Voilà. Et puis toi, Jérôme, eh bien, tu voulais traiter d'un sujet avant qu'on rencontre Stéphane. Tu voulais nous parler de Poutine, de l'IA et de la Lune. Et oui, hein, parce que là, on peut regrouper en un sujet trois choses qu'on a abordées assez souvent ensemble. Eh bien, écoute, ça tombe bien parce que moi, je t'avais prévu un petit cadeau de Noël. Je pense qu'il est complètement dans ton sujet, en tout cas, ça devrait te plaire. Hein. Allez, Jérôme. Je suis touché parce qu'en plus, j'ai pas de cadeau pour toi. Noyau Joël, mais si, j'ai eu plein de café. Café. Et Moi, je puis, paye au café. un petit indice pour vous pendant qu'il déballe. Qu'est-ce que c'est-il? Oh! En espérant qu'il ne l'a pas, Ah bah non. vu que c'est un fan. Ah bah non, non, on ne l'est pas. Tintin, c'est l'aventure, la nouvelle concept de l'espace. Ah, Bon, super. tout beau tout neuf, là, Tu fais c'est voir. sorti en décembre. Ouais, Et il sent super bon. ils sont le livre tout Il neuf. sent le livre tout neuf. Eh, je vais faire un bisou, Allez, Antoine. un petit bisou. Sur nos lunettes, sinon on va te cogner. Merci. Noyau Joël. Merci beaucoup. Bon, même si Ah t'es ouais, passé. il est top. Oh, je suis ému. Ouais, ouais. Puis tu verras, il y a un petit passage d'ailleurs sur l'ufologie où Mhm. les scientifiques ne rejettent pas hein, l'existence possible et probable même de vie extraterrestre. Quoi, voilà, il y a un petit passage, j'étais assez étonné de l'apercevoir là-dedans. Tu m'en diras des Ah nouvelles. bah, super. Voilà. Top. Et puis, Merci beaucoup. c'est comme je disais, Ah bah, c'est. je suis un fan de Tintin, moi. Voilà. Hop. Ça va bien avec mon petit décor. Non, puis ça va bien avec le sujet, Eh justement. bien, tout à fait. Voilà. Bah, écoute, hein, c'est un cadeau qui est vraiment en lien avec ce que je vais vous proposer. On a beaucoup parlé ensemble, Antoine, d'IA, de à l'unissage, faux alunissage sur la Lune par les Américains dans les années 60-70. Hein. Et puis bah, Poutine aussi avec tout ce qui se passe depuis plus d'un an maintenant. Et je suis tombé sur cet article, j'ai trouvé ça intéressant. En fait, c'est 20 minutes hein, qui explique ça. La NASA aurait menti sur les photos et vidéos de la Lune. Alors en fait, voilà, c'est ce qu'ils disent, hein, cette vieille théorie du complot qui voudrait que les Américains aient mis en scène des images des astronautes sur la Lune a refait surface récemment sur les réseaux sociaux. La cause, une vidéo qui montre le président russe Vladimir Poutine, pardon, à qui on présente les résultats d'une intelligence artificielle de vérification d'images, qui aurait conclu que des photos prises sur la Lune seraient fausses. Donc en fait, hein, c'est lors d'un congrès qui avait lieu le 24 novembre en Russie. Et lors de la visite du président, donc Vladimir Poutine, à cette conférence sur le thème de l'intelligence artificielle, qui est organisée à Moscou, et qui était intitulée Voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc en fait, les organisateurs hein, ont proposé donc, notamment Nikolai Gerasimenko, qui est présenté par RIA Novost, comme responsable de la recherche de données de Sberbank, qui s'adresse à Poutine, alors en lui expliquant que l'IA de Google peut analyser des images, des vidéos, mais aussi des photos, pour dire si ce sont des fausses photos ou de vraies photos. L'IA de Google. L'IA de Google. Donc, c'est-à-dire un produit américain. Voilà, un produit américain, on est d'accord. Et du coup, il lui fait voir, par exemple, les photos qui avaient été prises dans les années 70. Je crois que c'est lors des missions Apollo 15. Il lui fait voir deux photos, l'analyse que l'IA de Google fait sur ces photos, et l'IA lui dit que ces photos sont fausses. Donc voilà, il s'adresse à Poutine. Hein. Alors il dit presque tous les objets de cette image sont considérés comme des faux par l'IA, indique-t-il d'abord en parlant des photos des astronautes. En revanche, cette photo a été prise par le rover lunaire chinois. Il lui fait voir une autre photo Donc, qui a été prise plus plus récente. récente. Et là, il dit elle ne pose pas de problème particulier. Donc, il lui montre par la suite. Donc, l'image est considérée comme fausse, intervient Poutine, hein, point d'interrogation. Alors, il lui dit bah oui, oui, regardez le rouge. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis les images de. Pop, 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 je vais les retrouver. Elles sont ici. Voilà. Voilà. Donc là, on voit une photo du rover, enfin du module lunaire chinois.
Là, l'image ressort tout bleu, donc il n'y a pas de problème. Par contre, il fait voir deux photos des astronautes américains. Et là, bah, tout ressort en rouge. Ça veut dire que voilà, l'IA considère que c'est une photo truquée. Donc j'ai trouvé ça comique. Voilà, alors très intéressant comment Poutine peut après. Bah, ouais, tu m'étonnes. Donc pour précision, ce sont de vrais clichés de la NASA, parce qu'elles sont en ligne sur le site de la NASA. Et donc, voilà, ce sont des images de la mission Apollo 15 qui ont été prises en 1971, cinquième mission à envoyer des astronautes américains sur la surface de la Lune. Donc, voilà, ce sont les clichés pris lors de cette mission. La photo de gauche montre l'astronaute James Irwin en train de creuser une tranchée à l'aide d'une pelle. Et puis l'autre photo de droite montre, quant à elle, l'astronaute David Scott utilisant une foreuse. Donc voilà, selon l'IA de Google, ce sont des fausses photos. Et c'est pas déconnant en soi, parce que en définitive, euh, le grand enjeu des années à venir, ça va être de déterminer quelles vidéos sont des fakes et quelles vidéos sont vraies. Et on le verra plus tard dans le sujet que je traiterai. Dans les élections de n'importe quel pays, l'un des plus grands risques, ça va être d'avoir des fausses nouvelles Ouais. pour pouvoir faire basculer les élections d'un côté comme de l'autre. Donc forcément, ils vont mettre en place tout un système d'analyse à travers l'intelligence artificielle des images, des vidéos, des photographies, pour savoir distinguer lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Mhm. Et donc au final, les Américains sont en train de se faire rattraper par leur propre jeu, c'est-à-dire Eh oui. qu'ils ne pensaient pas que ça va faire bientôt 60, on a combien, 70 ans 60, là ouais, ouais, c'est 60, ça, entre, 50, ouais, 60, ouais, ouais, 50, 60, 60 ans, un ouais, peu plus de c'est ça. 60 ans, que Mm. 60 ans plus tard, la technologie allait Va permettre de démontrer. déterminer que, voilà. Donc au final, ceux qui étaient dits complotistes avant, peut-être que Que l'IA va leur, va leur rendre leur lettre de de noblesse. gloire, de noblesse. C'est ça. Et puis bah, même pour nous, ça peut être utile parce que depuis plus de 2 ans maintenant qu'on essaie de vous présenter des articles, des news insolites, et des fois, nous, c'est pas évident non plus de définir si ce qu'on vous présente, c'est vrai ou pas. Donc, grâce à cette IA, bah, au moins, on aura le cœur net, quoi. C'est ça. Voilà, On va passer toutes les images à la qu'on propose moulinette. à la moulinette. C'est ça. Donc, ben, c'est très drôle Moi, j'ai bien aimé. Puis comme Poutine news. avec le petit sourire en coin. Ah, c'est très intéressant. Et bien sûr, pas de réaction des Américains. Et non, ils ont pas rebondi, ils n'ont fait aucun communiqué. Mm, mm. Alors, j'ai entendu dire que oui, parce qu'ils avaient perdu les images. Donc là, c'était des images effectivement fausses que la NASA mettait sur son site. Parce que les vraies Ah images, non, ils les ont perdues. Rends-toi compte, ils ont tout perdu de toute façon. Les eh images, oui. les données d'analyse. Mais rappelle-toi, c'est pas qu'ils ont perdu, c'est pire que ça. Ils n'avaient plus de L'excuse, place pour ils avaient plus de stocker. place pour stocker, donc ils avaient écrasé C'est ça, même des, les plans du module, tout. Il n'y a plus rien. Donc, le truc surréaliste. C'est encore une fois, vous êtes dans une boîte, vous faites ce genre de boulette, vous êtes viré direct, quoi. non, mais, ouais, bref. Enfin voilà, j'ai bien aimé cette petite news. Bon, ben, les amis, vous en pensez quoi, hein? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vraiment, pour ceux qui continuent à être persuadés que les Américains ont mis les pieds sur la Lune, ça devient de plus en plus difficile à tenir comme Mhm, position. mhm. Euh, Ils y arriveront, hein. Je pense que là, logiquement, c'est bien parti pour le faire, mais On peut encore envoyer des modules, hein, mais des êtres humains, c'est encore très compliqué par rapport à cette on- ceinture de Van Allen, etc., c'est ça, etc. on le On voit le bien, sait, c'est quoi. pas, ça se fait pas si facilement. Mhm. Bon, ben on va retrouver Stéphane maintenant. Allez, Il va nous allons-y. en dire un peu plus sur cette ufologie de fin 2023. Mhm. Allons-y. Allez, Stéphane, c'est à toi. Bon, bien Jérôme, c'est le retour de la Dream Team avec Monsieur Stéphane Royer qui nous rejoint pour ce mini de fin d'année. Comment ça va, Stéphane? Bah, très bien. Et toi, Antoine? Et toi, Jérôme? Très très bien. Content de te retrouver. Ah ouais, Avec plaisir de vous retrouver. on est très content de te retrouver. On s'était quitté, c'était quand tu avais fait l'un des derniers mimi de Fin, l'été, au fin mois de juillet juillet. ou Ouais, c'est ça. mi-juillet, c'est ça.
Et tu nous avais teasé un gros événement qui devait arriver et puis qui s'est passé du coup au mois de novembre, qui était le festival Echo. Echo Que tu peux Event, nous ouais, en tout à dire fait. deux mots, parce que du coup, comment ça s'est passé, quelles ont été tes Alors, impressions oui. générales sur ce festival? Alors, Echo Event, effectivement, c'est un festival qui a été lancé il y a déjà quelques temps, hein, plus d'un an à l'avance, organisé par deux personnes, donc, qui étaient Sarah Wintenheim et Denian, que vous connaissez aussi. Donc, le but, c'était effectivement de rassembler un grand nombre de personnalités du monde ufologique pour pouvoir témoigner, pour pouvoir donner en quelque sorte ces lettres de noblesse à l'ufologie. Et c'était à la Sorbonne, lieu emblématique du savoir parisien, pour pas dire français. Donc voilà, donc effectivement, c'était intéressant. Et je le sais aussi par les organisateurs qu'il y avait des gens qui venaient de l'étranger pour assister à cet événement sur 2 jours. Donc pas seulement des Parisiens, pas seulement des Français, mais aussi des personnes d'origine diverses. Voilà. Donc ça a été quelque part un événement intéressant. Je sais qu'il y a eu pas mal d'interviews des fondateurs des co-events sur quelques chaînes. Voilà, donc je sais que ça a porté ses fruits, ça a permis justement d'en parler un petit peu. Il y a eu effectivement un grand nombre d'intervenants de qualité. Alors, je ne les ai pas tous en tête. On les avait présentés au mois de juillet, effectivement. Voilà. Mais bon, citons pêle-mêle Jacques Vallée, Jacques Krien, donc pilote qui a observé un ovni. Il y avait un autre pilote néerlandais dont j'ai plus le nom en tête. Voilà, qui a un grand nombre d'intervenants, effectivement, qui étaient présents. On retrouvera la liste hein, un petit peu partout en ligne. Voilà. Alors, mais mon sentiment par rapport à ça. Bon, c'est un événement qui effectivement a attiré beaucoup de monde dans le domaine ufologique, mais pas seulement. Bon, j'ai retrouvé évidemment plein de gens que je connais. C'était surtout un événement qui a permis quelque part de donner ses lettres de noblesse à l'ufologie. Parce qu'on en a parlé dans les médias, comme j'en parlais tout à l'heure, médias sérieux, pas seulement les lignes, enfin pardon, les médias en ligne hein, comme vous, qui traitent plutôt des sujets ufologiques, parapsychologiques, mystérieux, etc. Non, on avait vraiment des médias de masse qui étaient là, quelques-uns en tout cas, pas tous, mais quelques-uns. Donc ça, c'était intéressant, première chose. Après, effectivement, sur le contenu des interventions, bon, on a eu le samedi euh, Christopher Mellon qui est venu pour pouvoir parler effectivement d'ufologie américaine, donc intervenant américain. Voilà. Et puis on a vu aussi Avi Leb, qui lui était donc en différé, donc enfin pas en différé, pardon, il était en direct, mais en vidéo, en distanciel, donc le samedi après-midi. Donc Avi Leb, qui est astrophysicien, et qui nous a parlé de ses recherches sur effectivement Oumuamua, le fameux astéroïde au comportement un peu insolite, hein, qui a croisé et orbité autour de la Terre, et qui est reparti de façon un peu bizarre. Et il nous parlait de ses recherches justement sur des, des nodules, on pourrait les appeler comme ça, en tout cas des restes, des artefacts peut-être, qui seraient liés à Oumuamua et qu'il aurait recherché au fond de l'eau. Voilà. Bon, a priori, les recherches n'auraient pas forcément montré qu'il s'agissait de quelque chose d'artificiel, mais en tout cas, il a le mérite d'avoir fait des recherches, d'avoir eu des crédits et de vouloir continuer à prouver qu'il se passe quelque chose qui n'est pas forcément naturel dans nos cieux. Voilà. Donc ça, c'était intéressant, c'était la parole d'un scientifique. Voilà. Bon, on avait évidemment Jacques Vallée, autre scientifique et ufologue bien connu, qui était là, hein, présent sur les 2 jours, qui a donné une conférence, c'était le dimanche, si ma mémoire est bonne, qui a été intervenant aussi sur des tours de table. Donc ça aussi, c'était intéressant, ça permettait des échanges. Voilà. Donc des témoignages de pilotes, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on a eu aussi donc les 15 premières minutes du film consacré à Valensole et réalisé par Dominique Filol. Voilà. Donc ça aussi, c'est intéressant, parce que ça donne bien envie de voir le film, consacré effectivement au cas de Maurice Mas, le 1er juillet 1965, qui observe ce fameux ovni qui se pose dans son champ de lavande et dont l'histoire a fait le tour du monde. Voilà. Donc ça, c'était extraordinairement intéressant d'avoir tous ces échanges, de discuter avec des gens dans la salle. Alors bon, ayant commis un livre avec Didier Gomez et qui a fait quelques émissions, et pas que sur vos chaînes, bah, effectivement, bah, certains m'ont reconnu, on a un peu discuté. Voilà, et puis j'ai retrouvé beaucoup de gens, de chercheurs, d'écrivains, etc., que je connais, et c'était des échanges toujours intéressants. Voilà. Donc, rien que pour ça, effectivement, c'était 2 superbes journées passionnantes. Voilà. Donc, encore une fois, merci aux 2 fondateurs et à tous les intervenants présents.
de nous avoir permis de vivre ces moments forts, riches en échanges, en informations de toutes sortes. Alors, il n'y avait pas de scoop, hein. Personne n'a porté un bout d'OVNI en disant, voilà, on a une preuve extraterrestre. Non, ça aurait été bien, mais ce n'était pas le cas. Le but, c'était encore une fois de prouver que l'ufologie peut être une vraie science avec de la recherche, des enquêtes, des gens sérieux qui font des choses intéressantes et qui ont besoin d'être communiqués dans le public. Donc pour ça, la Sorbonne est un lieu idéal. Ça a fait parler, effectivement, ça a fait parfois un peu jaser, mais en tout cas, c'était un pari réussi. Voilà. Mm. Ouais, c'est une très belle expérience que vous avez vécue. C'est vrai qu'on n'a pas pu être là et on le regrette. Ça aurait été très très bien. Tu sais si Damian va en organiser un nouveau, s'il va y en avoir un deuxième Alors, a priori, il n'y aura pas un autre festival éco. Par contre, je sais que Damian organisera un autre événement en 2025 qui s'appellera OVNI Tender. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Tender, OVNI True, hein, voilà. Love Me Tender. Rapport à la fameuse chanson. Oui, oui, tout à fait. Bah Donc écoute, tu voilà. sais quoi, Après, Damian nous en parlera un peu plus sur son événement, forcément. on lui posera la question là bien juste après toi, parce que c'est Damien qu'on reçoit pour son livre. Comme ça, on fera la transition avec Damien sur ce sujet. Voilà. D'ailleurs, Euh, j'en profite, j'ouvre une parenthèse pour dire que effectivement, j'ai commencé le livre de Damian et que c'est extrêmement intéressant. Ça ouvre beaucoup de perspectives. Voilà. Bon. ouais, Donc, mais ça, il vous en parlera lui-même. exactement. Il y a beaucoup de sujets, très nombreux sujets très intéressants dans son livre. Voilà, on creusera ça tout à l'heure avec lui. Euh, alors, avant d'attaquer l'actualité ufologique donc de ce dernier trimestre, euh, je voulais aussi en profiter, parce que comme vous êtes là tous les deux et vous avez participé tous les deux à un autre festival qui a eu lieu eh bien, après celui d'Echo, c'est celui de BTLV. Comment ça s'est passé ce festival? Oh, c'était quoi déjà le nom de festival de Bob? C'est les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Ah oui, c'est Il a ça. eu lieu voilà, le week-end du 10, 10 10-11 11 novembre, je crois. Ouais. novembre, c'est C'est ça. ça. Voilà, où j'ai eu le plaisir de voir Stéphane. On a passé Et réciproquement. on a passé un bon moment, de belles journées avec des conférences, des intervenants très intéressants. Hein, on a eu le droit à des belles conférences. Il y avait David Gallet, Jocelyn F. Keller, Anton Parks et Anaël Parks, Louette Dillot. Egon Kragel, Voilà, Egon qui a Patrice ouvert le Marty. bal et qui a fermé le bal, parce que malheureusement Patricia Darry n'a pas pu venir, elle a eu un empêchement de dernière minute, donc c'est Egon qui a fait la dernière conférence. Et non, non, vraiment, j'en oublie aussi Jean-Patrick Pourtal, hein, qui est passé sur ma chaîne, une des dernières vidéos, voilà. Donc on a passé de très bons moments là-bas. Exactement. Et je rajouterais que, bon, outre le fait effectivement de retrouver pas mal de gens que l'on connaît, c'est aussi un moment d'échange parfois avec les intervenants. Moi, je me souviens notamment de la conférence de Patrice Marty, Oui. qui nous a montré des artefacts assez insolites, Mhm. fabuleux, dont on a rapporté des photos, hein, j'imagine, toi aussi, Jérôme. Voilà, donc des têtes gravées avec des choses plus mystérieuses, des écritures, etc., des glyphes sur ces sculptures. Donc ça, franchement, ça dépasse l'entendement, c'est très très insolite. Donc voilà. Après, il faut se poser la question de la véracité de ces objets. Mhm. D'après Patrice Marty, effectivement, qui est allé aux sources, hein, qui voyage beaucoup, donc ça c'est une bonne chose. Effectivement, ça semblait important. Donc voilà, moi j'en suis ressorti avec plein d'étoiles dans les yeux et plein de questionnements, de pistes à creuser là aussi sur ces artefacts. Donc voilà, et puis de toute façon, on a eu la chance d'avoir énormément d'intervenants de qualité, donc voilà, c'était Pascal Lafargue extrêmement aussi. intéressant. Oui, Pascal Lafargue, qui est toujours fabuleuse, Ouais, passionnante sur le sujet, complètement. liée à la réincarnation, et qui fait un travail fabuleux pour essayer de prouver la réincarnation, et notamment de trouver des traces historiques de personnes à travers différentes vies. Quand évidemment ça se passe en France ou dans des pays proches, elle se déplace, elle mène des enquêtes, elle fouille dans les archives. Et ça, c'est passionnant parce qu'à chaque fois, elle trouve des choses qui viennent concrétiser les informations qu'elle a pu capter sur des, soi-disant, en tout cas, vies antérieures de personnes. Mhm. Comme elle le dit, ça dépasse l'entendement. Voilà. Et Pascal, que tu as reçu aussi, hein, Jérôme, Oui, j'ai sur reçu ta aussi. chaîne. Mhm. Voilà, parce que ce petit monde est tout petit et on aime bien vous présenter tout le monde. Donc je pense que Bob fera une nouvelle session de ses rendez-vous d'étrangers inexpliqués l'année prochaine. Ça fait déjà quelques années qu'il le fait. Et c'est Ouais. des rendez-vous à ne pas manquer.
Et si tu permets, je vais rajouter une chose, c'est que pour ceux qui auraient raté ces rendez-vous, bah, comme toi, Antoine, il y a la possibilité de se procurer les vidéos sur le site de BTLV, bien sûr. Oui. Voilà. Ok, btlv.fr. Entendu. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, on va passer maintenant à l'actu de l'ufologie, du petit monde ufologique de ce dernier trimestre. Hein. C'est un rendez-vous qu'on va essayer de mettre en place maintenant avec Stéphane une fois par trimestre. De toute manière, nos mimi, vous l'avez compris, euh, seront une fois par trimestre. Euh, Est-ce qu'il se passe des choses dans le monde de l'ufologie? Est-ce que enfin on a des révélations? Est-ce que ça bouge un peu? Alors, ça a commencé un peu à frémir du côté des États-Unis. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début d'année, il y avait pas mal de révélations avec David Grush. Il y a une loi sur la levée du secret ufologique qui avait été évoquée. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui, Stéphane? Est-ce que cette loi a été jusqu'au bout? Alors, on va peut-être déjà replacer un peu les choses dans leur contexte. Bon, comme tu l'as rappelé, on a quelqu'un qui était absolument pas connu du tout du milieu ufologique, qui a déboulé sur la chaîne, sur la scène, pardon, internationale et ufologique, on va dire à la fin du printemps, début de l'été 2023, donc encore cette année. Donc c'est David Grosh. Alors David Grosh, je vais vous le montrer en photo ici, sur cette une du Parisien, qui date du 8 juin de cette année, où effectivement, pour une fois, on a un grand hebdomadaire qui nous met en couverture une interview de quelqu'un qui nous parle d'ufologie. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est effectivement une première. J'ai eu l'occasion d'échanger avec donc un ufologue là-dessus et qui lui nous disait qu'effectivement c'était une première aussi. Donc le but, c'est de pouvoir faire connaître de l'information à travers des révélations. Alors, qui est David Grosh? David Grosh, c'est un insider, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le milieu du renseignement et de l'information aux États-Unis. En clair, c'est un agent du renseignement, bon, des services secrets. Donc, il a bien roulé sa bosse, il a été faire des guerres en Afghanistan, il a servi le renseignement jusqu'à assez tardivement encore, parce qu'il en est sorti, et évidemment, c'est pour ça qu'il a retrouvé une liberté de parole aujourd'hui. Alors, que nous dit David Grosh? Il nous dit que les États-Unis auraient récupéré donc des ovnis qui seraient écrasés. Alors, un certain nombre aux États-Unis, mais pas que. Aussi à l'étranger, ce qui quelque part est une chose que l'on connaît quand on connaît bien l'ufologie, et qu'on aurait aussi récupéré du matériel biologique. Alors, quand on parle de matériel biologique, il faut traduire. Autrement dit, matériel biologique, ça veut dire corps. Voilà, ce sont des corps d'entités, effectivement. Alors, on peut les appeler entités biologiques extraterrestres, hein, IBI, un symbole dont on a beaucoup parlé à la fin des années 90, notamment dans certains romans de Jenny Guilleux, n'est-ce pas Antoine? Donc voilà, on peut utiliser différents termes, mais en tout cas, c'est ça, ce que l'on appelle effectivement des restes biologiques. Bon. Alors, ce que nous raconte David Grosh aujourd'hui, c'est que les États-Unis ont récupéré tout ça depuis, allez, au moins les années 40. On va parler de 47, hein, avec le fameux crash de Roswell, que tout le monde connaît aujourd'hui à peu près, je pense, sur cette chaîne, en tout cas nos auditeurs. Donc, depuis Roswell, et sans doute peut-être avant, mais encore une fois, là, il faut être prudent, mais peut-être avant aussi, les États-Unis auraient récupéré donc, des restes d'engins qui se seraient écrasés. Alors, l'avantage qu'ont les États-Unis, c'est que non seulement ils ont un territoire, bien sûr, beaucoup plus grand que la France, non seulement ils ont beaucoup d'installations nucléaires qui ont aussi attiré donc, des engins d'origine diverses, on a beaucoup parlé, et puis on a aussi, effectivement, les Américains ont beaucoup de bases américaines à travers le monde. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on a des bases américaines qui sont présentes dans beaucoup de pays, quatre coins du globe, c'est qu'on a effectivement la possibilité de stocker dans ces bases militaires des restes de crash, par exemple, sans que personne ne puisse y venir. Et ensuite, c'est rapatrié évidemment aux États-Unis. Donc voilà, donc ça c'est une chose que l'on connaît depuis en gros les années 50, hein, où quelques ufologues, quelques militaires ont déjà commencé à dévoiler cette vérité. Donc ce que nous raconte David Grosh aujourd'hui n'est pas forcément un scoop pour les ufologues, les personnes qui connaissent un peu l'histoire de l'ufologie. Ce n'est qu'une redite, une confirmation de ce que l'on sait déjà, à savoir qu'on a récupéré donc, des objets crachés, ce que l'on sait depuis les années 40, en tout cas deuxième moitié des années 40, qu'on aurait récupéré aussi des corps, ou en tout cas
pas forcément entiers, mais en tout cas des corps, ce que l'on sait là aussi depuis un grand nombre d'années, au moins les années 60, voilà, avec des témoignages pour certains de scientifiques qui auraient fait des études sur ces corps, des études de nature biologique, bien sûr, médicale. Donc effectivement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a connu une portée beaucoup plus grande, avec certainement moins de censure que ce que l'on a connu dans les années 50 ou 60. Voilà. Alors, est-ce que le climat est à une révélation aujourd'hui? On peut se poser la question. En tout cas, ça bouge beaucoup aux États-Unis. Je rappelle que plus de la moitié de la population américaine est ouverte au sujet OVNI. Voilà, elle s'y intéresse. Elle n'est pas, elle est plutôt, comment dire, en faveur d'une existence, d'une vie ailleurs et qui viendrait nous visiter. Voilà, contrairement à la France où c'est beaucoup plus rationnel encore. Donc effectivement, il y a tout ce climat aujourd'hui qui fait qu'on en parle beaucoup, qu'il y a eu des commissions qui ont été révélées depuis 2017, avec en plus des observations vidéo qui ont été filmées, voilà, les gimbals et autres vidéos que l'on a vues, qui ont été assermentées, qui ont été quelque part validées par la marine américaine. Donc aujourd'hui, on a ces vidéos, on a le fait qu'on a des commissions qui ont enquêté sur le phénomène OVNI ou PAN, comme on pourrait l'appeler, aux États-Unis, y compris dans une période où on pensait qu'il n'y en avait plus. Donc ça aussi, ça a été un dévoilement, une révélation de ces dernières années, avec l'argent du contribuable américain, bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et on a David Grosh qui est arrivé cette année, qui est, je dirais, le dernier d'une longue étape de révélation. Alors, pourquoi fait-il ça? Certains ont dit qu'il a eu des antécédents psychiatriques, alors évidemment pour le démolir, bien entendu. Il a dit lui-même qu'il a connu une période où il était un peu dépressif, etc., qui s'en est sorti, ce qui peut arriver à beaucoup de gens, je dirais. Il ne va pas forcément invalider son témoignage, ou en tout cas les informations qu'il a pu glaner lorsqu'il travaillait dans les services secrets. Donc voilà tout ce qui se passe aux États-Unis. Bon, là-dessus, on a un certain nombre de députés américains ou de sénateurs américains qui ont voulu faire voter une loi justement de révélation pour faire sortir des éléments qui sont classifiés. Je rappelle qu'aux États-Unis, tout ce qui est classifié au niveau des OVNI, c'est classifié ultra top secret, c'est-à-dire au-delà de l'information top secrète. Alors, on sait que tout ce qui est lié à la bombe nucléaire, par exemple, c'est classifié top secret. Autrement dit, les OVNI sont classifiés bien au-delà de tout ce qui a trait à l'information sur la bombe nucléaire. Quand même intéressant quand on prend la peine d'y réfléchir. Bon. Donc voilà. Donc effectivement, là-dessus, on a donc une loi qui devait être votée. Et là, on était à fin novembre, début décembre. Voilà. Alors effectivement, on a par exemple le journaliste Ross Coulthard qui nous disait le 4 décembre que la bataille était perdue. Voilà, je vais vous citer un court extrait d'un post de Ross Coulthard sur Twitter. Et il nous a dit, alors bien sûr traduit de l'anglais, on m'a dit que c'était fini, la loi sur la levée du secret des ovnis a été vidée de sa substance, pas de domaine éminent, pas de processus de déclassification de la commission de révision des dossiers ovnis. Le ministère de la Défense a gagné la bataille pour empêcher le public d'être informé avec l'aide de républicains importants. Bon, alors, lui jette la pierre sur les républicains. On sait qu'il y a des députés ou des sénateurs républicains qui étaient de toute façon en faveur du dévoilement, de l'information. Bon, après, suivant les périodes historiques, c'est plus des démocrates, plus des républicains. Bon, là-dessus, tout dépend, c'est même pas une question d'idéologie. Ce qui est intéressant, c'est que le 5 décembre, le lendemain, on a Lou Elizondo, donc, qui est très connu aux États-Unis, encore un ancien des services secrets et qui a travaillé justement sur la fameuse commission liée aux OVNI dont je parlais tout à l'heure, qui travaillait évidemment dans la coulisse, travaillait en secret. Voici ce que nous déclare Lou Elizondo le lendemain, le 5 décembre. Donc, il travaille d'arrache-pied en coulisses, ce n'est pas encore terminé. Alors, il, bien sûr, ce sont les députés et sénateurs, pour pouvoir très certainement refaire passer le texte sous une forme ou une autre. Alors, voici ce qu'il nous dit. Ne craignez rien, nous avons déjà un plan B, un plan C, etc. Nous savons maintenant où se trouvent les points faibles de la tête de pont et d'où proviennent les tirs. C'est extrêmement important et précieux pour la divulgation. Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que ce que nous dit Lou Elizondo, qui est quelqu'un de très bien informé, évidemment, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Voilà.
Alors après, de toute façon, qu'il y ait une loi ou pas, on sait très bien qu'on a longtemps vécu sans avoir de loi aux États-Unis pour divulguer de l'information. Il y a eu à un moment donné, dans les années 70, je crois que c'est 73, mais à vérifier la date, en tout cas dans les années 70, une loi qui a été votée, qui est la Freedom of Information Act, hein, la loi sur la liberté de l'information, FOIA en abrégé. Donc cette fameuse loi, effectivement, elle a permis d'obtenir des documents déclassifiés par les gouvernements américains qui ont trait évidemment aux ovnis. Alors, beaucoup de ces textes étaient caviardés, pardon, sur une partie, voire en totalité parfois. Donc, cette loi, elle mérite d'exister. C'est déjà un élément parmi d'autres qui nous permet d'avoir accès à de l'information aux États-Unis. Là, si cette loi était revotée ou repassée sous une forme ou une autre, elle nous permettrait très certainement d'aller beaucoup plus loin et d'avoir accès à des documents qui peut-être ne seraient pas caviardés. Voilà. Donc ça, c'est tout l'objectif de cette loi aussi, c'est d'obtenir de l'information de première main, c'est-à-dire l'information classifiée par des militaires américains, que ce soit l'armée de terre, la marine, bon, la Space Force peut-être pas encore parce qu'elle est récente, encore que. Donc voilà. Donc voilà effectivement ce qu'il en est aujourd'hui de l'actualité. Après, ça bouge, on discute beaucoup hein, autour de ça, mais pour l'effet brut, voilà les deux éléments qui me semblaient importants ces dernières semaines. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ça. Oui. Mhm. Alors, moi, je voulais te poser cette question, Stéphane, hein. Selon toi, pourquoi ils y vont toujours les deux pieds sur le frein au niveau de cette divulgation, enfin, surtout au niveau des États-Unis? Je dirais que tu parlais depuis les années 40, on le sait, avec l'histoire de Roswell. Donc, ça va faire quand même bientôt 80 ans qu'il y a une rétention d'informations, surtout du côté des militaires, hein. Selon toi, pourquoi? Donc ça, Qu'est-ce c'est qui les dérange le plus dans cette histoire? Que tout le monde sache qu'il y a des extraterrestres qui nous visitent, qu'est-ce que ça pourrait changer? Enfin, oui, ça pourrait changer beaucoup de choses, je suis d'accord. Mais bon, euh, ou alors est-ce qu'ils veulent s'approprier cette technologie pour eux avant tout? Alors, tu fournis déjà quelques réponses. Donc, effectivement, ta question, c'est l'éternel débat depuis, en gros, les années Oui. 40, hein, depuis le crash de Roswell et sans doute peut-être déjà avant. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que l'on sait rétrospectivement, c'est que depuis les années 40, 50, la grande hantise des Américains, c'était que si on parlait d'OVNI, ça allait effectivement peut-être dévoiler l'emplacement de bases militaires qui étaient survolées, le fait que les frontières américaines, en tout cas aériennes, étaient poreuses, donc ce qui pouvait être gênant face à l'éternel ennemi qui était le bloc soviétique à l'époque. Mhm. Donc voilà, donc il y avait quelque part des informations cruciales, stratégiques, militaires qu'on ne devait pas donner. Donc il y avait une censure qui était une censure d'ordre militaire, stratégique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est une information qui pouvait bouleverser aussi sociologiquement et même religieusement, parce que tout est lié, la société américaine de l'époque, et évidemment par ricochet le reste du monde occidental, peut-être d'autres types de civilisations, je pense à civilisations africaines, mélanésiennes, peut-être chinoises, etc. Mais essentiellement la civilisation occidentale, parce que si on prend par exemple la religion, le fait de dire qu'il y a une vie qui vient d'ailleurs, bah, ça déplace quelque part la croyance en un Dieu qui aurait créé la Terre. Oui, le Dieu unique qui aurait Euh, créé cette terre voilà, c'est unique. ça, Oui. et Mhm. le Mhm. fait que bah, Jésus a été envoyé pour nous sauver. Mais alors, du coup, est-ce qu'il a été envoyé aussi pour sauver d'autres ethnies extraterrestres? Voilà, question. Est-ce que Dieu a créé seulement notre système solaire ou d'autres systèmes solaires? Voilà. Donc ça, alors c'est le genre de question qui peut bouleverser, alors surtout la société américaine, qui est évidemment très croyante, très imprégnée de religion, peut-être un peu moins maintenant que dans les années 40 et 50, mais en tout cas, voilà, pour la société occidentale, c'était une crainte de beaucoup. Imaginez le bouleversement sociologique que ça pourrait être. Alors, j'ai parlé de la religion d'abord, mais à côté, il y a tout le reste aussi. C'est-à-dire, par exemple, bah, toute la structure socio-économique de notre société. Si demain, on a des extraterrestres, ou en tout cas, quelle que soit l'origine, des êtres qui viennent nous visiter, qui prennent contact avec nous officiellement, qui ont des engins qui se déplacent avec une technologie, nous ne comprenons pas la source d'énergie, qui n'est évidemment ni du nucléaire, ni du charbon, hein, bien sûr, ou encore moins du pétrole. Donc, ça veut dire que demain, on aurait de quoi révolutionner l'énergie.
Et ça, c'est une question qui est brûlante d'actualité aujourd'hui. Hein. Eh oui. On sort d'une COP 28. Voilà. Bon, bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais en tout cas, la question de l'énergie, elle est centrale dans nos sociétés, où effectivement, alors en France, pour parler de ce qu'on connaît bien, on a des centrales nucléaires efficaces, mais vieillissantes, avec parfois des petites choses à surveiller, à réparer, etc. D'où les vagues qu'on a connues lors des survols fin 2014, notamment la fameuse soirée du 31 octobre 2014 en France, où 17 centrales ont été survolées en même temps par des ovnis, les fameux drovnis, dont on a beaucoup parlé à l'époque. Donc il y a ça, effectivement. Donc la question de l'énergie est ultra importante. Ouais, mais je dirais Demain, que là, on perd du temps, quoi. On est en train de perdre du temps. On continue de bousiller la planète, oui. alors qu'il y a déjà, comme je disais, quasiment 80 ans, si on avait voilà, réellement pris contact avec ces êtres qui viennent nous voir, et on aurait pu, entre guillemets, Alors, je dis sauver la planète. Après, évidemment, le côté religion, etc., moi je suis d'accord, on va bouleverser tout ça. Alors, il Mais n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, Jérôme. C'est que j'ai oublié un élément, effectivement, c'est qu'en 1954, on parle beaucoup dans les milieux ufologiques d'un contact qu'aurait eu le président de l'époque, c'est-à-dire Eisenhower, avec deux peuples extraterrestres qui se seraient posés successivement sur la base de Muroc Airfield, qui a changé de nom depuis. Donc, en fait, dans cette base, enfin, sur cette base, il aurait rencontré d'abord des êtres de type grand blond, a priori, qui lui auraient proposé d'offrir à la Terre, pas seulement à la civilisation américaine, d'offrir à la Terre de résoudre ses problèmes d'énergie, de soins, etc. Bref, de régler les problèmes que rencontrent les terriens contre l'abandon des armes nucléaires. Alors évidemment, le président de l'époque, Eisenhower, ancien général, rappelons-le, évidemment aurait tiqué, aurait longtemps réfléchi, et lors d'un deuxième contact avec un autre peuple, qui lui serait vraisemblablement ce qu'on appelle les Tigris aujourd'hui, là, il lui aurait proposé justement en échange d'autres avantages, de la technologie, etc., contre le fait, effectivement, de pouvoir kidnapper un certain nombre de terriens, de faire des examens et de les relâcher. Bon, voilà, ça serait le pacte qui, a priori, aurait été passé. Bon. Je dis a priori, j'utilise le conditionnel parce qu'on n'a aucune preuve de tout ça. Ce sont alors, certains témoignages, parfois certains bruits de couloir, des recoupements, donc c'est très difficile d'être affirmatif. Mais, quelque part, ça prend sens. Bon. Donc effectivement, outre l'aspect bombe nucléaire, outre l'aspect énergie, n'oublions pas qu'on a quand même des pays aujourd'hui qui vendent du pétrole et qui est à la base de leur économie. Voilà, donc c'était le cas dans les années 50, ça l'est encore aujourd'hui, même si ça peut changer. Bon. Donc on a l'économie, on a la les religions. construction de guerre, on a les religions. Alors le complexe militaro-industriel est de toute façon très puissant. Il était très puissant au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il est encore plus aujourd'hui. Il faut savoir que plus de 30% du PIB américain est lié à une économie de guerre. Voilà. Donc, quand on dit ça, on dit beaucoup de choses. Voilà. Donc effectivement, il y a tous ces critères qui font que aujourd'hui, prendre contact avec un peuple extraterrestre qui viendrait bouleverser, alors pas forcément nos façons de vivre, mais en tout cas viendrait bouleverser les lobbies qui sont derrière notre façon de vivre aujourd'hui. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui pose problème, qui ralentit en fait un contact supposé avec Oui. d'autres êtres. Et puis le fait aussi qu'on n'est quand même pas très gentil. Hein. On n'arrête pas de se taper sur. Moi, j'aurais effectivement une autre théorie là-dessus. Et puis, quand je vous écoute, ça va dans le sens de ma théorie. C'est qu'on serait tout simplement une planète prison. Hmm. L'humanité serait prisonnière pour avoir fait quelque chose de très mal il y a très longtemps, qu'importe. Mais du coup, effectivement, on n'est pas maître de pouvoir prendre contact avec qui que ce soit, parce que de toute manière, on est prisonnier, on n'a pas le droit de sortir, on est cantonné Ouais, sur mais... Terre. Et puis, finalement, toutes ces civilisations extraterrestres qui viennent, ce sont juste des braconniers, des maraudeurs qui viennent se servir, pourquoi pas, effectivement, de population pour faire politesse que tu veux, Stéphane, qui viennent passer des pactes secrets, parce qu'on sait comment ça se passe dans les prisons, il y a toujours de la magouille et compagnie, Les euh, trafics. des trafics, voilà. Et ça expliquerait au final beaucoup de choses que même si on avait toute la volonté du monde de vouloir divulguer quoi que ce soit, on n'en serait pas capable de toute manière. Parce qu'on est Oui, des alors prisonniers.
Je te rejoins assez sur l'idée, sauf que moi, je ne parlerai pas de planète prison et de prisonnier, je parlerai plutôt de quarantaine, ce qui n'est pas tout à fait la même idée, même si elle est proche, hein, tu vois. Voilà, je pense qu'effectivement, il s'est passé très certainement des choses dans notre passé, en tant que nous, terriens, dans une mémoire qu'on a oubliée, effacée, antérieure donc à l'époque de Sumer, hein, et donc les débuts officiels de l'écriture. Donc il y a très certainement eu effectivement un passé riche avec des choses qu'on a oubliées, avec des choses parfois assez noires. Ça fait partie aussi des choses sur lesquelles je travaille en ce moment, on en reparlera plus tard à l'occasion, où effectivement il s'est passé des choses peut-être dramatiques. On peut prendre par exemple dans un texte religieux un événement qui est celui de Sodome et Gomorrhe, par exemple. Voilà. Je ne vais pas trop détailler aujourd'hui, mais on en reparlera plus tard à un autre moment. Voilà, donc avec la destruction de villes, avec des choses qui étaient un petit peu abominables, qui s'y passaient. Il y en a d'autres, hein, quand on creuse un petit peu l'histoire humaine à travers les légendes et les mythologies. C'est là aussi, il y a un riche substrat et c'est très intéressant de creuser. Voilà, encore une fois, on en reparlera courant 2024 de tout ça. Donc effectivement, oui, je pense qu'on a été mis en quarantaine à un moment donné. Alors, je ne sais pas si ce sont les mêmes peuples. Certains parlent de fédération, en tout cas de peuples qui travaillent à l'unisson pour pouvoir nous aider, sans forcément trop nous mettre, enfin nous laisser à notre condition de prisonniers, en tout cas. Voilà. Moi, je pense que certains peuples nous aident, mais de façon indirecte. Voilà. Bon, ce serait C'est trop loin à possible. Alors développer après, ici. effectivement, quarantaine ou prisonnier, c'est kiff-kiff, hein. Vu que c'est sur une durée de temps Il y a une nuance. qui se fait, oui, c'est-à-dire qu'il y aura à un moment donné une levée de quarantaine. C'est Oui, on l'espère le plus tôt c'est ça la possible. nuance, hein, entre les deux, effectivement. Ouais, Ok, mais ça pourrait faire sujet d'un grand débat et peut-être d'une émission complète là-dessus, sur à ce savoir. sujet. Ok, bon, en tout cas, on s'y attendait. Donc, pas de levée du secret ufologique aux États-Unis. C'est encore une pierre dans l'eau. Peut-être que malgré tout, hein, tu nous as quand même donné un petit espoir qu'il pourrait encore se passer quelque chose. Mais de manière assez récurrent, hein. Si vous regardez tout l'historique depuis des années, ça revient tous les 2 3 ans, c'est récurrent. Ce qui s'était passé aussi au Canada, on y avait beaucoup cru à un moment donné, hein, quand il y a eu, Avec Paul Hillier, c'est Paul ça? Elière, ouais. ouais, c'est Mhm. Ouais, ça, avec cette grande divulgation, et puis finalement, ça n'a rien donné non plus. non. Mais Paul Eliard n'était plus en fonction. Alors, c'était un monsieur très âgé, hein, il avait déjà plus de 90 ans quand il a commencé à parler. D'ailleurs, si vous regardez bien, la plupart des insiders, des gens qui parlent, alors David Grosh mis à part, hein, parce qu'il a une trentaine d'années ou tout juste 40 ans, je crois, mais tous les autres, hein, les Paul Eliard, le colonel Corso, quelques autres, qui ont parlé effectivement de Roswell et d'autres sujets, ils Ils avaient attendent tous tous la retraite. 90 ans. Voilà. Et tous retraités, bien sûr. Voilà. au Canada, c'était le Disclosure Project, c'est ça de mémoire. Ok. Ouais. Donc voilà, à quand le prochain? Il y en aura un prochain, mais on suit. On continue à suivre l'actualité. Ah ben, au prochain trimestre, on aura peut-être des éléments nouveaux, effectivement. Exactement. Et tu voulais aussi nous parler, Stéphane, d'un auteur qui s'appelle Yann Alexander, Oui. que tu as rencontré, avec qui tu as tourné une émission d'ailleurs il y a pas très longtemps, et qui a écrit un Oui, livre. alors en fait, Yann Alexander, qui c'est un auteur, compositeur, interprète, qui effectivement a vécu aussi un certain nombre de phénomènes liés au phénomène OVNI. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je sais qu'il a déjà témoigné sur d'autres chaînes, il peut le faire à l'occasion où il veut, il n'y a pas de souci. Alors, il se trouve qu'il a commis un livre récemment qui s'appelle effectivement La question des ovnis en Afrique centrale. Bon, voilà, effectivement, la première version que j'ai. Donc, vous le trouverez sur toutes les bonnes plateformes, les bonnes librairies en ligne. Donc, lui a, par ses origines, pu justement collecter un grand nombre de témoignages sur des peuples africains. Alors, Afrique francophone, hein, Afrique centrale francophone, par ses origines. Et il a pu glaner comme ça des témoignages de personnes qui ont vu des ovnis en Afrique et qui ont rencontré beaucoup de choses. Et simplement, il y a souvent un décalage en termes de vocabulaire. C'est-à-dire que ce que nous nommons ovni, soucoupe volante, PAN, hein, phénomène aérien non identifié, eux peuvent les nommer esprits. Et alors là, ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'ovni en Afrique, mais si on parle d'esprit, il y a beaucoup de choses qu'on range derrière les esprits. Voilà. Donc, je vous laisserai effectivement parler avec lui à l'occasion si vous le souhaitez. Je ne vais pas dénaturer son sujet, parce que c'est extrêmement intéressant, puis je pense qu'il en parle le mieux. Mais voilà, donc Yann m'a demandé effectivement d'enregistrer une première émission avec lui, où on a parlé justement d'un premier cas qui a eu lieu donc en Afrique en 1970,
le 4 août 1970 pour être précis. Donc c'est la destruction d'un village par un ovni. Voilà, donc il a retrouvé une coupure de presse et on en parle longuement, enfin surtout lui, en parle longuement dans cette interview. Et voilà, bientôt une deuxième émission que je vais enregistrer lundi prochain pour rien vous cacher. Donc elle sera en ligne au moment où sortira l'émission. Voilà. Exactement. Donc, bien, toutes les informations sont en lien dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pourrez effectivement voir ces deux entretiens Voilà. avec Stéphane Alors, également. juste pour ajouter qu'il a créé la page YouTube UAP Afrique, puis la page Facebook également. Enfin, il y en a sur d'autres médias. Mais cherchez UAP Afrique et vous trouverez effectivement ce qu'a pu diffuser comme information Yann Alexander. Voilà. Et en Afrique, il y a quand même un peuple qui est exceptionnel. Et là, quand on lit sa mythologie, on ne peut pas ne pas penser au phénomène ovni. Ce sont les Dogons. Exactement. Euh, Bon, alors c'est- lui, il n'en parle pas dans ce livre, en tout cas, peut-être plus tard. Mais oui, bien sûr. Et en plus, ce sont des sociologues français qui ont découvert le peuple Dogon, justement, dans les années 1930, si ma mémoire est bonne. Voilà. Alors, les Dogons, qui sont-ils? Sont un peuple, hein, effectivement, d'Afrique, pour lesquels, effectivement, il y a des connaissances que l'on a jugées complètement anachroniques. Avec C'est-à-dire qu'ils l'histoire connaissaient l'existence de de Sirius Sirius A, et B. Sirius B et même Sirius C. Je rappelle, Mhm. Sirius C, on l'a découverte qu'il y a seulement quelques années. Mhm. Et il disait qu'ils étaient originaires de Sirius. Alors, Enfin, En fait, ils auraient rencontré un dieu voilà. qui s'appelle Nomo, qui les aurait civilisés, leur a apporté des connaissances, et un dieu qui avait une forme de poisson quelque part. Mhm. Je rappelle que des dieux poissons ou aquatiques, on en trouve dans toutes les mythologies du monde, que ce soit en Grèce, que ce soit à Sumer, avec Enki et Ea, par exemple. Enfin voilà, il y en a Ça énormément. permet de faire le lien aussi avec les Oani. Exactement. Mhm. Voilà, les zoaniques sont les objets aquatiques non identifiés, pour ceux qui ne les Exact. connaîtraient pas. Mhm. Et petit clin d'œil de Lovecraft, j'ai l'impression à ce peuple Dogon avec sa fameuse entité qui s'appelle Dagon, Oui, qui tout à était fait. Tu as un raison de la rajouter, c'est semi-dieu exactement ça. un semi-dieu aquatique. Ok. Ouais. Bon, ben, écoute, voilà, ça nous a fait plaisir de faire cette revue de presse UFO avec toi, Stéphane. Je voulais Pareillement. juste pour conclure te montrer un petit livre, un gros livre. Est-ce que tu connais cette édition? Hop. Je ne sais pas, il y a eu beaucoup d'éditions comme ça. Je ne sais pas de quel livre tu parles. Alors, avant de le dévoiler complètement, c'est juste pour faire un petit retour sur la dernière émission qu'on avait faite ensemble, tu sais, sur le mystère Magonia Ah oui, livre de à Jacques Lyon. Vallée, oui. Et voilà, tu m'avais dit, eh bien, il y a quelqu'un quand même qui en a parlé, parce que moi, j'en avais jamais entendu parler de cette Magonie. Et effectivement, c'est Jacques Vallée qui en a parlé. Donc, on le retrouve alors, dans cette édition qui s'appelle Les autres mondes et leurs énigmes. C'est une édition de Robert Laffont. Celle-ci, elle date de 69. Ouais, Et édition effectivement, reliée, effectivement, voilà, ça s'appelle Visa pour pour la la Magonie. Magonie. Où, Qui est un ouvrage extrêmement important de Jacques Vallée à lire. Alors, certains sont plus importants que d'autres. Celui-là est un des incontournables, bien sûr. voilà, voilà, tout à fait. C'est toi qui m'avais mis sur la voie de cet ouvrage. J'ai eu un peu de mal à le trouver, hein. Vous pourrez vous en trouver encore hein, Alors, il y a eu sur différentes Internet. éditions, hein. Il y a Mm, eu la première édition, alors je ne sais plus si c'était chez Robert Laffont, les éditions les Énigmes de l'Univers, je crois, collection noire, hein, qu'on a tous connue à un moment donné. Réédité ensuite dans la collection J'ai lu, enfin l'aventure mystérieuse, hein, les fameux livres rouges, hein, vous connaissez. Et puis tu en as derrière toi d'ailleurs, Antoine. mm, Et mm. puis cette réédition brochée, effectivement. Enfin voilà, De il y a eu 78, effectivement oui, plusieurs celle-ci. Ouais, éditions. ouais, ouais. Il l'avait sorti aussi chez De Noël en 72 et donc en D'accord. 69. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il est ressorti sous un autre titre, parce que la première édition, c'était Magonie, je crois, le titre, et en fait, il a ressorti Non, non, ça a été, pardon, Chronique des civilisations ou des apparitions extraterrestres, je crois que je retrouve le mien, et ensuite, il est ressorti sous le titre d'origine, qui était le titre anglais, Visa pour la Magonie, Mm, effectivement. mm. Parce que le premier titre français n'était pas révélateur du contenu du livre. Bon, c'est clair. Voilà, bon, vous voyez, on fait du SAV aussi. Hein, donc, si vous avez vu notre émission avec Stéphane au mois de juillet, du coup, et si le mystère magonien de Lyon vous a intéressé, essayez de trouver cet ouvrage de Jacques Vallée. Vous en saurez plus, c'est très détaillé.
Bien Stéphane, je te remercie. Bien, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, puis on se retrouve Merci à vous aussi. dans un petit trimestre pour le prochain numéro de Mimi 2024. Avec Merci Stéphane pour cette plaisir. chronique. Merci Allez, à tous ciao, les deux. ciao. À très bientôt. Salut. Bon, eh bien, écoutez, voilà, je pense que c'est un événement auquel j'aurais bien aimé assister, moi. Oui, l'éco-event. Ouais, l'éco-event. Moi aussi. Mais moi, la semaine d'après, j'avais les rencontres du mystère Ouais, ouais, électrique. Et on peut pas, ça faisait beaucoup. ça faisait beaucoup. Faut Ça pas tout faisait faire. beaucoup. Pour le coup, c'était quand même un petit peu cher, Aussi. l'éco-event. Mais bon, voilà. Il y a le On mérite aime, on d'exister. ne compte pas. D'ailleurs, l'année prochaine, on vous présentera un certain nombre d'événements qui vont avoir lieu. Hein. Il va y avoir à nouveau le festival de Livaro, il va y avoir le festival organisé par Violette et Christophe. Oui, les rencontres de l'inconnu, Voilà, auxquelles je donnerai une petite conférence. c'est ça. Et puis, il y aura aussi un festival dont va nous parler Damian Oui, dans l'émission juste après, dans la troisième partie. On vous en parle juste après. Et restez vraiment jusqu'au bout parce que après Damian, on vous présentera, nous, notre actu de 2024. Voilà, parce qu'on a aussi un certain nombre de choses à vous présenter. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. À très bientôt. Ciao, ciao. à tout de suite.